sa pâte à crêpes n'a plus grand-chose de breton, ni même de français. 70% de la production de sarrasin provient de Chine et des pays de l'Est. Pour y remédier, une association de producteurs et de meuniers bretons fait le pari de relancer cette culture. Donc depuis l'appel de l'association de blé noir Bretagne, donc à la base je vais semer 2 hectares de blé noir et finalement je vais en semer 7 de plus, donc 9 en tout. Le sarrasin a de nombreux atouts. Il est capable de pousser sur des terres pauvres, il n'a pas besoin d'engrais et n'a pas besoin de traitement en amont. Mais depuis le début du conflit en Ukraine, une partie des réserves de froment du pays n'est plus exportée. Conséquence, son prix a doublé. Alors, de nombreux producteurs le préfèrent au sarrasin. Pour sauver le secteur, il manquait près de 200 producteurs il y a encore 3 mois. Aujourd'hui, grâce à l'association Blé Noir de Bretagne, il n'en manque plus que 40. Notre filière va se maintenir, on va pouvoir combler cette pénurie parce qu'on a trouvé nos producteurs et nos hectares en Bretagne qui va répondre à la demande de nos meuniers. Donc ça c'est hyper rassurant et par ricochet aussi aux demandes des crêpiers et des consommateurs. La galette saucisse va perdurer, mais à quel prix? Pour ce restaurateur rennais, le problème, ça n'est pas tant la pénurie de farine, mais l'inflation. On constate une évolution des tarifs, hein. Le blé noir là prend 7% dernièrement. Et c'est identique pour d'autres matières premières comme les œufs, l'huile, le beurre. Voilà, donc nous on va être obligés de se réadapter, enfin de faire une augmentation de nos tarifs pour pouvoir s'y retrouver. Une augmentation de 7% qui devrait se répercuter sur le prix des galettes. Quoi qu'il en soit, débrit à galon vat, comme on dit en breton, mangez de bon cœur. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. On va passer la fin de matinée et l'heure du déjeuner ensemble. Et à la une, cette question, vous êtes plutôt masque ou pas masque? En tout cas, en ce moment, dans les transports, chacun fait ce qui lui plaît. Le gouvernement et maintenant la SNCF nous recommandent de le porter, mais ne nous l'impose pas. Alors, est-ce que des recommandations, ça suffit alors que le nombre de cas explose? On posera la question à Jean-Paul Hamon, médecin généraliste et président d'honneur de la Fédération des médecins de France. C'est dans 20 minutes maintenant. Et tout de suite les titres, Claire Giroux. Bonjour Marianne, bonjour à tous. À la une, aujourd'hui, les pompiers sont toujours mobilisés dans les Pyrénées-Orientales. Un incendie a ravagé plus de 1000 hectares de végétation. Le feu n'est pas fixé, mais le vent perd en intensité. Nous ferons le point dans un instant. La Russie représente une menace directe pour la sécurité de l'OTAN. Ce sont les mots du secrétaire général de l'Alliance Atlantique au moment où les grandes puissances sont réunies à Madrid. Nous retrouvons sur place notre envoyé spécial Guillaume Darey. Et puis un pas de plus en faveur de l'environnement. Le Parlement européen vient d'adopter une mesure phare de son plan climat. Il a dit oui à la fin des ventes de voitures essence, diesel et hybrides neuves en 2035. On en parle avec Hassan Basile depuis la rédaction de France 24. Les pompiers sont donc toujours mobilisés dans les Pyrénées-Orientales. Oui, plus de 1000 hectares de végétation sont partis en fumée, mais le vent a fortement perdu en intensité. On va retrouver depuis le centre de commandement des opérations Anne Domy qui est sur place. Anne, le feu est-il fixé? Alors oui et non. Oui, parce que la tête du feu qui se trouve à 15 minutes d'ici à Sals-le-Château est fixée. Par contre, à l'arrière du feu où l'on se trouve ce matin, eh bien, le feu n'est pas encore totalement sous contrôle. Et pour le dire autrement, les pompiers craignent des reprises de feu parce que le vent va tourner aujourd'hui. Et quand le vent tourne sur un incendie, eh bien, ce sont les pompiers qui doivent tourner aussi, se repositionner. Techniquement, c'est compliqué, c'est très énergivore, donc ils vont être très vigilants encore toute la matinée. Il y a des reconnaissances aériennes qui vont débuter dans les minutes qui viennent et à l'issue de ces reconnaissances aériennes, on pourra dire si oui ou non ce feu est définitivement fixé à l'avant comme à l'arrière.
Et puis sur l'île de la Réunion, c'est une vigilance renforcée aux vagues de submersion qui a été décrétée par Météo France. Des vagues impressionnantes qui se percutent déjà sur la façade ouest de l'île. Dans l'actualité également, cette page qui va se tourner en fin de journée ce soir. Oui, le verdict des attentats du 13 novembre est attendu ce soir au terme de 10 mois d'audience. La Cour spéciale doit rendre sa décision. Nous connaîtrons alors le sort de Salah Abdeslam et de ses co-accusés. Ils risquent la perpétuité incompressible. On en vient à la situation sanitaire en France. Le nombre de cas de Covid explose en ce moment. Près de 150 000 nouveaux cas ont été recensés hier. Cela correspond à une augmentation de 50% en une semaine. Elisabeth Borne incite les préfets à encourager le retour du masque dans les transports. Le PDG de la SNCF invite également les voyageurs à la prudence. Guillemette Allard. Il n'est toujours pas obligatoire dans les transports, mais désormais recommandé. Pourtant, dans ce tramway parisien, le masque n'est porté que par très peu de voyageurs. Je travaille dans une école, on ne porte pas le masque. Donc voilà, je pense que c'est pas plus dangereux dans l'école que dans les transports. Moi, ça sera insupportable pendant l'été. C'est juste pour ça et je suis vaccinée. Du coup, je vois que ça va être la même chose que la grippe. Les contaminations sont reparties à la hausse. Alors pour certains, porter le masque est un réflexe. On fait avec et voilà. Ça fait des années que c'est porté dans d'autres pays, en Asie, parce que dès qu'ils sont malades, ils le portent. C'est pas agréable, c'est tout, faut faire avec. Si on a des gens qui ont le Covid comme moi, quand je l'ai eu, je savais pas que je l'avais. Heureusement, j'avais le masque, mais sinon, je pouvais le passer à d'autres personnes. Pour l'épidémiologiste Anne-Claude Crémieux, il s'agit d'un geste essentiel pour lutter contre la pandémie. Si on ne veut pas être contaminé, si on veut participer à la diminution de la circulation du virus et donc au risque pour les personnes fragiles, oui, il faut mettre un masque. Le masque chirurgical protège les personnes à plus de 75% contre les contaminations. Ce mardi, le tribunal administratif de Paris a reconnu l'État fautif de ne pas avoir stocké suffisamment de masques avant la pandémie et d'avoir dissuadé les Français d'en porter. À l'actualité politique, et toujours cette question, est-ce qu'Elisabeth Borne va se soumettre à un vote de confiance à l'Assemblée nationale ? La Première ministre doit prononcer son discours de politique générale la semaine prochaine à l'Assemblée. On ne sait toujours pas si elle prendra ce risque. La porte-parole du gouvernement, Olivier Grégoire, assure que cette décision n'a pas encore été prise. On l'écoute. Ma réponse est très claire ce matin. La Première ministre n'a pas pris sa décision. C'est à elle seule de la prendre. Cet article, effectivement, que vous mentionnez ce matin, contrairement à 2017, et vous venez de le mentionner, ne précise pas vote de confiance. Ça ne ferme aucunement la porte au fait qu'il peut y en avoir un. C'est un choix qui a été fait et qui laisse toutes les portes ouvertes. Et dès le début de la semaine prochaine, milieu de la semaine prochaine, on sera fixé. Ce que je peux vous dire avec certitude, c'est que la Première ministre n'a pas pris sa décision et que ce décret n'engage en rien le fait qu'il y ait ou pas vote de confiance. Olivia Grégoire ce matin sur BFM TV. Avant le discours de la Première ministre, il y a un autre événement qui est certain, Daïkodoui, et c'est important, c'est demain l'élection du président ou de la présidente de la Commission des Finances qui revient traditionnellement à l'opposition. Et Marine Le Pen, ce matin sur France Info, elle revendique à nouveau ce poste. Oui, parce que vous savez, il y aura un duel très féroce entre Éric Coquerel, insoumis, qui est le candidat de la NUP, et Jean-Philippe Tanguy, qui sera le candidat du RN. Le RN est le premier groupe d'opposition en nombre, mais quand vous additionnez les 4 groupes de gauche de la NUP, leur nombre est supérieur à celui du RN. Donc normalement, c'est Éric Coquerel qui doit l'emporter, d'autant que la majorité, a priori, ne participe pas au vote. Donc tout dépend quand même des députés LR. Est-ce qu'ils peuvent voter pour le candidat du RN pour faire barrage à Éric Coquerel ? C'est ce que leur demande Marine Le Pen sur notre antenne, on l'écoute. Eh bien, je leur dis, voilà, et en conscience, est-ce que vous souhaitez avoir M. Coquerel, qui est l'extrême gauche la plus radicale, qui soit à la tête de la Commission des Finances, ou est-ce que vous souhaitez avoir Jean-Philippe Tanguy, qui est s'ils ne veulent pas choisir le candidat du... eh bien, s'ils ne veulent pas choisir, alors ils feront élire le candidat de la France Insoumise et ils en assumeront la responsabilité. Donc le RN qui est à la recherche de crédibilité, mais qui est aussi rattrapé par ses vieux démons. Oui, de respectabilité. Premier vieux démon, c'est le discours du doyen hier à l'Assemblée nationale, 79 ans, qui est député du RN, qui dans son discours a exprimé une forme de nostalgie pour l'Algérie française en référence à sa jeunesse comme pied noir. Et puis là, c'était à la tribune.
mais dans les couloirs, il a été interrogé sur les journalistes, sur cette question, l'Algérie française, et alors il a répondu que ce n'était pas lui de dire si l'OS avait commis des crimes ou non. Bref, voilà le RN ramené au temps de Jean-Marie Le Pen, mais ce matin, Marine Le Pen l'a soutenu. Elle considère que ce n'est pas un dérapage, que le discours était plutôt beau prononcé à la tribune et que sur les propos dits dans les couloirs, c'est une façon de botter en touche, de dire que ce n'était pas le sujet du jour. Deuxième sujet qui ramène le RN peut-être à son passé, c'est la question de l'avortement, on le rappelle. Certains députés, 3 en tout cas, ont exprimé publiquement leur hostilité à l'avortement. Marine Le Pen a rappelé sur notre antenne ce matin que la ligne du parti, c'était « on ne touche pas à la loi Veil ». Elle reste quand même circonspecte par rapport au fait de constitutionnaliser le droit à l'IVG, mais elle a déclaré que s'il y avait une réforme constitutionnelle qui se mettait en place, elle mettrait dans ce cas-là d'autres sujets sur la table, notamment tous les sujets qui sont liés à l'immigration ou au droit du sol, qu'elle voudrait elle aussi inscrire dans une éventuelle révision constitutionnelle. Merci Daïk pour cet éclairage. Dans l'actualité également, vous avez remarqué, il fait de plus en plus chaud, de plus en plus tôt. Eh bien, Météo France revoit à la hausse ces normales saisonnières, comme on dit. Oui, des normales du coup plus chaudes, plus sèches. Cette mise à jour a lieu tous les 10 ans pour permettre de mieux caractériser le climat. Les explications avec Jordan Klein. Elles sont recalculées tous les 10 ans. Les normales saisonnières et le dernier chiffrage sur une période allant de 1981 à 2020 montre une augmentation. Plus 0,4 degrés sur ces 30 dernières années, plus 0,6 degrés sur la décennie précédente, soit la plus forte augmentation observée sur 10 années. On se rend compte qu'il fait de plus en plus chaud en France, de plus en plus chaud dans le monde. C'est normal, on est dans une période interglaciaire, comme disent les climatologues. Pour autant, ce qui n'est pas normal et ce qui est inquiétant même, c'est l'augmentation de ces températures au cours des 30 dernières années. Et là, malheureusement, c'est la responsabilité de l'homme. Des jours de forte chaleur nettement en hausse. 7 jours par an de plus à Lyon, 8 à Nîmes et même 10 à Marseille. Recalculer les normales permet alors d'adapter la météo aux nouvelles températures. Chaque décennie est plus chaude que la décennie précédente. Et donc, en fait, les gens qui ont 40 ans aujourd'hui, bien évidemment, ils sont habitués à des températures qui ne sont pas forcément les mêmes que ceux qui sont nés 30 ans plus tôt. Ces calculs ont aussi montré que le nombre de nuits avec des températures supérieures à 20 degrés a largement augmenté et que les jours de gel, eux, ont diminué. Et c'est un pas justement de plus vers l'environnement. Le Parlement européen a adopté hier une mesure phare du plan climat. Les députés ont dit oui à la fin des ventes de voitures essence, diesel et hybrides neuves en 2035. On va en parler tout de suite avec Hassan Basile depuis la rédaction de France 24. Hassan, les 27 donnent le feu vert au tout électrique. Oui, et les pays membres de l'Union européenne ont conclu effectivement un accord tôt ce matin sur les propositions législatives en matière d'action climatique qui a pour but de réduire les émissions de gaz à effet de serre au cours de la prochaine décennie. Les ministres se sont notamment prononcés en faveur de l'interdiction de la vente de voitures particulières et camionnettes neuves à moteur thermique à compter de 2035 dans l'Union européenne. Grâce à cet accord qui constituera la position adoptée par les ministres lors des prochaines négociations avec le Parlement européen, il est probable que la proposition devienne une loi européenne. Mais certains pays comme l'Italie ou la Slovaquie souhaitent repousser l'échéance à 2040 avec un compromis proposé par l'Allemagne, le plus grand marché automobile de l'Union européenne, qui conserve l'objectif de 2035 et demande à Bruxelles d'évaluer en 2026 si les véhicules hybrides ou qui fonctionnent avec des carburants neutres en CO2 pouvait permettre d'atteindre cet objectif. En effet, la filière automobile européenne, qui investit déjà lourdement dans l'électrification, redoute l'impact social d'une transition trop rapide. D'ailleurs, le Parlement européen a déjà entériné depuis juin cet objectif de 2035 et les ministres européens de l'environnement étaient réunis hier pour tenter de s'accorder sur une position commune des 27. Merci Hassan Basile, les 27 réunis hier. Il y a un autre sommet très important en ce moment, c'est les alliés de l'OTAN qui sont à Madrid. Oui, 40 chefs d'État et de gouvernement qui discutent en ce moment même de l'avenir de l'Alliance Atlantique avec une session de travail consacrée aujourd'hui à la guerre en Ukraine. Les moyens militaires américains qui vont être renforcés, c'est ce qu'a annoncé Joe Biden tout à l'heure.
dans toute l'Europe. Et puis, donc le secrétaire général également de l'Alliance Atlantique qui a déclaré que la Russie représente une menace directe pour la sécurité de l'OTAN. Et on va retrouver sur place à Madrid notre envoyé spécial Guillaume Darret. Guillaume, y a-t-il des avancées concrètes ? Oui, première avancée concrète dès hier soir au sujet de l'élargissement de l'OTAN. Vous le savez, la Suède et la Finlande souhaitent entrer dans l'OTAN. Eh bien, ça devrait pouvoir se faire puisque la Turquie, qui s'y opposait jusqu'alors, a levé son veto tard hier soir. On va donc vers un élargissement de l'OTAN. C'est évidemment extrêmement important dans un contexte particulier avec cette crise ukrainienne qui va occuper la plupart des débats et des discussions ici. Une crise ukrainienne qui a remis finalement l'OTAN au centre du jeu, qui a relancé son rôle sur le territoire et le continent européen. Dans la séance de travail qui va débuter dans quelques minutes, le président ukrainien Zelensky va participer d'ailleurs par visioconférence à cette séance de travail. Il sera question de comment renforcer les moyens, l'aide financière, l'aide militaire, sans pour autant apparaître comme co-belligérant aux yeux de Moscou. Il faut envoyer un message de force et d'unité, a dit le président français Emmanuel Macron. Et ça va commencer notamment par cette volonté de porter à plus de 300 000 militaires. Eh bien, la force à haut niveau de préparation de l'OTAN qui permet justement de faire face à cette menace russe. Merci beaucoup Guillaume Darret depuis Madrid. Cette nuit, une image étonnante lors d'une visioconférence. Volodymyr Zelensky a demandé au Conseil de sécurité de l'ONU de rendre hommage aux Ukrainiens tués durant la guerre. Le président ukrainien qui s'est levé, qui a été imité par les 15 membres permanents, dont le représentant de la Russie, pour observer une minute de silence. La guerre en Ukraine sur le terrain, justement, et cette guerre qui continue de frapper les civils. Au moins 18 morts et 59 blessés après le bombardement d'un centre commercial. C'était lundi dans le centre de l'Ukraine. Un missile russe a ciblé la ville de Kremenchuk, l'un des actes terroristes les plus éhontés de l'histoire européenne, selon Volodymyr Zelensky. Le point tout de suite sur l'enquête avec Marine Mulset. Un missile de plus de 5 tonnes et 11 mètres de long. L'impact de la frappe, vu des vidéos de surveillance d'un parc à côté. Le centre commercial de Kremenchuk a été réduit en cendres. Paulina est une miraculée, elle est encore sous le choc. Je suis allée à la cuisine et dès que je suis revenue, j'ai entendu un grondement. Tous les verres se sont envolés. Je ne sais pas comment j'ai réussi à couvrir mon visage avec ma main. J'ai des coupures, j'ai vu qu'Amstor était en feu, j'étais hystérique. Mon frère est vite arrivé chez moi, nous avons pris nos affaires, les papiers, l'argent et nous sommes partis. J'ai tout laissé. La frappe a fait une vingtaine de morts et des dizaines de blessés et disparus. Les pompiers ont très peu d'espoir de retrouver des survivants. Entre 50 et 60 personnes sont actuellement déclarées disparues. Nous sommes à leur recherche actuellement. De mon côté, je peux ajouter que la température est élevée, très élevée même. Le métal a coulé par exemple. Vous pouvez le voir, cela ne donne presque aucune chance de survie, même si la personne est bloquée. Elle ne peut tout simplement pas supporter la chaleur. L'armée russe affirme avoir visé un entrepôt d'armes situé dans l'usine collée au centre commercial. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky dément la présence de munitions dans l'usine. Il demande une commission d'enquête de l'ONU pour prouver que le centre commercial de Kremenchuk a bien été détruit par un missile russe. On passe au sport avec Manuel Tissier qui nous a rejoint. Salut Manu. Salut. On va parler de Wimbledon d'abord et de Serena Williams, la Queen battue d'entrée de jeu. Oui, par une Française, Harmony Tan, 24 ans, 115e joueuse mondiale, qui faisait son premier Wimbledon, première fois sur le centre court. Et elle s'est offert une victoire retentissante. Regardez, certes, Serena Williams, après un an d'interruption, on l'a beaucoup dit, n'est plus classée qu'au-delà de la 1000e place mondiale. Donc ce n'est pas une performance en termes de classement pour Harmony Tan, mais c'en est une, parce que évidemment, la Queen, comme vous l'avez dit, a 24 grands titres du Grand Chelem. Et Harmony Tan, vous l'avez vu, a réussi à la manœuvrer par des amortis, par un jeu extrêmement brillant. Et elle a pu exploser de joie sur cette balle de match. Ça fait plaisir à voir. Oui, grand sourire d'Harmony Tan, qui donc se qualifie pour le deuxième tour après 3h10 de match. Tout de même, en pleine nuit, le toit du center court avait été refermé. D'autres résultats, hier Nadal s'est qualifié en 4 manches. Côté français, victoire de Gasquet et Hugo Gaston. Et puis coup de chapeau aussi à Alizé Cornet qui a disputé hier, qui a entamé son 62e tournoi du Grand Chelem.
record d'Aïch Sugiyama, la japonaise, égalé. Et elle peut être la seule recordwoman lors du prochain Grand Chelem à l'US Open. On suivra ça, bien sûr, à la fin de l'été. On va parler de football et c'est fini pour les Bleus à l'Euro. Alors, on parle des moins de 19 ans. Oui, grosse désillusion, c'est vrai, pour cette équipe que l'on voyait bien décrocher le titre, battue par Israël en demi-finale. C'était hier, regardez, en Slovaquie, les tricolores se sont fait piéger. D'abord, un but contre leur camp, signé Isaac Touré, le défenseur qui tacle dans son propre but. Défenseur havrais. Puis en seconde période, une tête sur corner donne 2 buts d'avance aux Israéliens. Et vous allez le voir, malgré un superbe but qui va permettre aux Français de réduire le score, un but signé Alan Virginius, belle frappe enroulée, eh bien les Français s'inclinent 2-1. Pas de trophée, pas de titre. Ces Bleuets-là ne succéderont pas à la génération Kylian Mbappé, sacrée en 2016 dans cette compétition. On part à Clairefontaine parce qu'il y a les filles, l'équipe de France féminine qui prépare son Euro, c'est dans une semaine. Une semaine pile, ce sera mercredi prochain à Manchester, l'ouverture de l'Euro féminin. 16 équipes seront en lice et la France, elle, débutera le 10 juillet face à l'Italie avant d'affronter la Belgique et l'Islande dans le groupe D de la compétition. Alors regardez, hier, les joueuses françaises se sont entraînées en public pour cette dernière semaine de préparation sous le soleil de Clairefontaine avec une signature d'autographe, avec un petit peu de monde pour encourager nos Bleus. C'est vrai que les Françaises sont favorites, même si elles n'ont jamais atteint les quarts de finale de cette compétition, mais elles sont 3e nation FIFA derrière les USA, forcément absentes de l'Euro, et la Suède, qui est juste devant elles. Donc on peut espérer peut-être au moins une demi-finale pour les Françaises. On croise les doigts, on suivra ça aussi. Merci Manu Tissier. On vous retrouve demain, évidemment. Évidemment. Je ne sais pas si vous êtes masque ou pas en ce moment dans les transports. En tout cas, on va en parler dans un instant avec Jean-Paul Hamon, médecin généraliste, président d'honneur de la Fédération des médecins de France. Il n'y a que des recommandations. Est-ce que ça suffit? Vous nous donnerez votre avis. Mais d'abord, on va s'intéresser à cette initiative pour vous aider à faire des économies de carburant. C'est important en ce moment. Et si vous vous mettiez à l'éco-conduite à Millau dans l'Aveyron, il y a un simulateur qui apprend aux automobilistes à conduire plus vert et moins cher. Le maître mot en éco-conduite, c'est l'anticipation. Sans anticipation, clairement, on ne sera pas sur une conduite éco-responsable. Depuis 10 ans, au parc des Grands Causses, les automobilistes réapprennent à conduire derrière le volant d'un simulateur. Car l'éco-conduite est une compétence qui s'acquiert. Loin des idées reçues, il faut rouler détendu, mais pas trop. Sur le démarrage, appuyer fort pour accélérer, passer rapidement les rapports de vitesse. J'avais l'impression que la conduite écolo, c'était plutôt une conduite pépère, entre guillemets. Et là, c'est vrai que c'est une conduite assez dynamique. Et apprendre tous ces petits gestes, tels qu'utiliser le frein moteur, stabiliser la vitesse, ne permet pas seulement d'économiser du carburant. C'est un tout. C'est vraiment l'aspect environnemental, l'aspect financier sur de multiples points, sur le carburant, mais également sur les pièces d'usure du véhicule. Donc on va changer nos pneumatiques, on va changer nos freins sur une période beaucoup plus espacée. La conduite éco-responsable a aussi un impact sur la sécurité. De nos jours, cette pratique est enseignée dans les auto-écoles. Et sachez que depuis quelques années, les bons élèves peuvent obtenir un point bonus lors du permis de conduire s'ils adoptent une conduite écologique. Alors, masque ou pas masque? Est-ce que des recommandations, ça suffit alors que le nombre de cas de Covid explose? On pose toutes ces questions à notre invité. Bonjour Jean-Paul Hamon. Vous êtes médecin généraliste en région parisienne, président d'honneur de la Fédération des médecins de France. D'abord, de quoi on parle? Près de 150 000 cas enregistrés sur une journée, du jamais vu depuis 2 mois. Est-ce que vous, dans votre cabinet, vos consultations aussi repartent à la hausse? Oui, c'est vrai, on repart à la hausse avec quelques cas positifs quotidiennement. En même temps, il ne faut pas affoler les populations. La vaccination est passée par là et ce qu'on observe, ce sont des symptomatologies qui sont relativement faibles. Une petite rhinite, la toux, un petit mal de gorge. Alors, quelques-uns, rares, ont une fièvre plus élevée, 38, 39. Mais ce qu'il faut surtout dire, c'est effectivement mettre des masques dans les transports pour ne pas ramener le virus à la maison parce que sur le lot, il y a toujours une personne fragile.
Et les personnes fragiles, elles arrivent à 6 mois de vaccination et le rappel, l'immunité n'est pas éternelle. Il faut penser à se refaire vacciner. Et j'ai eu une personne là de 90 ans qui était à 6 mois de vaccination. Elle a fait le Covid, mais bon, elle était positive. Mais la symptomatologie, heureusement pour elle, était extrêmement modérée. Mais incontestablement, le virus circule et je ne pense pas qu'Elisabeth Borne ait fait une communication juste pour rappeler les mesures barrières. Je pense qu'elle est en train de préparer les Français à l'obligation du port du masque dans les transports et dans les lieux clos. Oui, parce que pour l'instant... Oui, alors allez-y sur les Italiens, parce que c'est intéressant qu'est-ce qui se passe en Europe. Les Italiens y ont déjà droit. L'obligation de reporter le masque. Absolument. Et les Italiens, souvenez-vous, c'était chez eux que c'était arrivé, que ça avait démarré, et ils sont particulièrement attentifs à ça. Au Portugal, c'est pas le cas, et pourtant le fameux BA5, ce variant d'Omicron, il vient du Portugal. On n'a pas réimposé le masque là-bas. Donc nous, en France, il faut le faire. C'est ce que vous nous dites ce matin. Je pense que la raison, ce serait ça, quoi. Vous savez, faut être responsable. Dans les transports, c'est quand même pas la mer à boire. Porter un masque pendant 1 heure. Alors dans les trains à longue distance, quand vous êtes 2-3 heures de train, là, ça se discute pas. Il faut le porter. Mais quand vous avez un masque 1 heure par jour pour être dans les transports, c'est quand même pas la mer à boire. Nous, on porte systématiquement toute la journée, 12 heures de rang dans les cabinets. Mais on voit bien, même que dans les cabinets, les gens, effectivement, ils en ont marre et je les comprends, mais il y en a quelques-uns qui arrivent sans masque dans nos cabinets. Donc, on a un stock de masques, justement, qu'on leur file quand ils arrivent dans les cabinets, parce que au bout de 2 ans, c'est vrai que les gens sont fatigués et c'est vrai aussi qu'ils se disent bon, maintenant c'est devenu un petit rhume grâce à la vaccination. Pourquoi on doit s'embêter à porter un masque ? Mais sincèrement, on est sûr de rien. Le virus circule alors qu'on est en plein été, alors que les gens ont largement de quoi ouvrir les fenêtres maintenant, qui vivent essentiellement à l'extérieur. On voit le nombre de cas qui augmente et sur le nombre de cas qui augmente, il y aura forcément des cas graves qui vont se retrouver à l'hôpital. Vous dites, Elisabeth Borne, la Première ministre, elle est en train de préparer les esprits, de nous préparer à devoir remettre le masque. Vous n'avez pas envie qu'elle soit plus claire, la Première ministre et tout son gouvernement, au lieu de nous faire des recommandations, de nous dire « Allez, c'est reparti, on l'impose dès maintenant ». Je pense qu'Elisabeth Borne, elle a des communications à faire à l'Assemblée nationale, qu'elle n'a pas envie de se retrouver avec une minorité après son discours. Honnêtement, tout le monde a compris. On voit bien que le nombre de cas augmente. Donc c'est politique selon vous. On ne dit rien, on recommande juste, on n'impose pas parce que ce serait peut-être mal perçu dans le contexte en ce moment ? C'est exactement ce qu'a fait Olivier Véran avant les élections, quand il a décrété que le port du masque dans les transports n'était pas obligatoire. Franchement, nous, on n'était pas très très contents de voir ça, parce que s'il y a un lieu où on peut se contaminer, où on peut transmettre, c'est quand même dans les transports où on est proches les uns des autres. Sincèrement, c'était une manœuvre politique. Et après, alors, est-ce qu'il faut le mettre aussi dans les magasins, dans les restaurants, au bureau ? Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Partout où on est dans les lieux clos, où on est proches les uns des autres, il faut rappeler les mesures barrières. C'est vrai que c'est fatigant et que les gens en ont plus que marre, mais honnêtement, on voit qu'il y a des familles entières là, actuellement qui sont contaminées. Certes, les symptômes sont minimes parce que les gens sont vaccinés, mais sur le paquet, ça va faire du monde. Il y aura forcément quelqu'un qui fera un cas plus grave, et qui va se retrouver à l'hôpital, qui n'en a pas besoin en ce moment, parce que on parle beaucoup de Covid, on parle très peu de désertification, on parle juste encombrement des urgences, mais je peux vous dire que l'hôpital, il n'a pas besoin d'avoir des patients supplémentaires, y compris en plein été, surtout cet été, parce qu'il y a moins de personnel dans les hôpitaux et... Justement, les consignes, elles ne sont pas très claires avant l'été. Rassurez-nous, est-ce que les vacances scolaires qui vont débuter, pour certains à la fin du mois, pour d'autres début juillet, est-ce que ça va freiner cette 7e vague ?
Alors, mais il est clair que bon, là, on est quand même dans une période où normalement la contamination devrait être moins importante parce que les gens vont vivre à l'extérieur, les gens vont pouvoir aérer les fenêtres, etc. Mais à chaque fois qu'on est dans un lieu contaminé, on doit porter le masque. Et ce qui nous tracasse plus en ce moment, moi, ce qui me tracasse un petit peu, c'est que les gens ne portent plus de masque, mais surtout le virus continue à se déployer alors qu'on est loin d'être en automne. Et donc, si le virus augmente maintenant alors qu'on est en plein été et dans des conditions favorables pour justement limiter la contamination, qu'est-ce que ça va être à l'automne? Donc, il faut tranquillement se préparer et ne pas baisser les bras et ne pas se relâcher de trop. C'est vrai qu'on comprend que les Français aient envie de respirer et d'oublier tout ça, mais donc on se fait tester, on se renseigne si on a le droit au nouveau booster, à la 4e dose de vaccin. On se fait tester largement parce que moi j'étais en panne de test à mon cabinet, j'en ai demandé à la pharmacie qui était en rupture de stock. Hein. Donc clairement, on voit clairement que les gens se testent énormément. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Et j'ai croisé tout à l'heure, en faisant mon marché de bonne heure, une petite famille qui était avec la mère le masqué et les enfants masqués. Et j'ai demandé à la mère que je connaissais, je lui ai dit mais qu'est-ce qui se passe? Elle m'a dit on s'est testé là tout à l'heure, on attend les résultats, donc en attendant on porte le masque. Donc je pense que c'est cette attitude-là qu'il faut avoir. Quand on a le moindre doute, on fait un test et puis en attendant les résultats, on porte le masque. Merci beaucoup Jean-Paul Hamon de nous avoir bien rappelé les gestes de bon sens, en effet, ce matin dans le Fil Info. Allez, tout de suite, on va regarder les prévisions météo de Julien Martin et on se retrouve juste après pour l'édition de 11h. Bonjour à tous, c'est une journée généralement agréable qui s'annonce avec du soleil sur de nombreuses régions. On a toujours des conditions de bordure anticyclonique et dans le même temps, vous voyez des paquets nuageux qui s'approchent du nord-ouest du pays. Une perturbation peu active qu'on va retrouver ce matin du sud-Bretagne remontant vers les terres normandes, essentiellement de la grisaille, quelques gouttes par endroit. Et ça va progresser très progressivement justement dans la journée. Mais on surveillera ce front demain car en allant vers les régions de l'Est, ça va se déstabiliser et activer donc des orages. Pour le reste du pays, je vous le disais, des nuages élevés, une sensation très agréable, hormis sur le sud-ouest. C'est vrai qu'on a des entrées maritimes qui seront un petit peu tenaces. Concernant les températures de ce matin, elles sont fraîches de 10 à 22 degrés. Et dans la journée, eh bien, elles sont à l'échelle nationale dans les normales, mais contrastées, 16 à peine à Brest, 17 à Cherbourg, 21 degrés à Biarritz et dans le même temps jusqu'à 31 degrés à Montélimar et à Marseille. Le Fil Info se poursuit, le bras de fer entre Vladimir Poutine et l'OTAN aussi. Les alliés de l'Alliance Atlantique qui sont réunis en ce moment même à Madrid. Et la Russie représente bien une menace directe pour la sécurité des pays de l'OTAN. C'est ce que dit le numéro 1 de l'Alliance ce matin. On va vous décrypter tout cela dans un instant dans le JT de Claire Géraud. À la une, un pas de plus en faveur de l'environnement. Le Parlement européen vient d'adopter une mesure phare de son plan climat. Il a dit oui à la fin des ventes de voitures essence, diesel et hybrides neuves en 2035. Le décryptage sur notre écran tactile avec Florence Thiel dans un instant. Le verdict est attendu.